Bonjour à tous, bienvenue au nouveau chemin de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins de la connaissance réalisés par Christine Robert avec Martin Delafosse à la technique sont préparés tous les jours par Geneviève Méric, Adèle Van Rett, Avril Ventura, Mathilde Unger, Émilie Bousseau. Tous les jours, donc, de 10h à 11h désormais, les nouveaux chemins de la connaissance vous proposent, en tout cas cette semaine, de tituber sur le sol meuble de l'angoisse. L'angoisse ou la cause perdue, le sentiment de l'étrange, l'expérience vertigineuse du dépaysement devant ce qui d'ordinaire nous est familier. À cet égard, après Hitchcock, c'est Heidegger qui guide aujourd'hui ces tribulations instables, et c'est la philosophe Françoise Dastour que nous avons déjà eu le plaisir d'accueillir au Nouveau Chemin, notamment pour y parler de Merleau-Ponty. Françoise Dastour, donc, spécialiste s'il en est de Heidegger, qui sera aujourd'hui notre guide de lecture. De même que les souffrances ne font qu'empirer, de même toute ma vie ne faisait qu'empirer, pensait-il. Le seul point brillant était là-bas, en arrière, au commencement de sa vie. Ensuite, tout devenait de plus en plus noir et tout allait de plus en plus vite. En raison inverse du carré de la distance qui me sépare de la mort, pensa Ivan Ilitch. Et cette image d'une pierre filant vers le bas à une vitesse croissante l'atteignit en plein cœur. Sa vie, une succession de souffrances croissantes, était en chute de plus en plus rapide vers sa fin, qui est elle la plus horrible des souffrances. Je suis en pleine chute. Il tressaillait, remuait, cherchait à résister, mais il savait déjà que résister était impossible. Et de nouveau, de ses yeux las de regarder, mais incapable de ne pas regarder ce qu'il avait devant lui, il fixait le dossier du divan et attendait. Attendait cette chute affreuse, le choc final et la destruction. Résister est impossible, se disait-il, mais si je pouvais au moins comprendre pourquoi, même cela est impossible. C'eût été explicable si l'on avait pu dire que je n'avais pas vécu comme il fallait, mais s'il y a une chose qu'on ne saurait prétendre, c'est bien celle-là, se disait-il à lui-même en se remémorant le respect des lois, la correction et la bienséance dans laquelle il avait vécu. Si quelque chose est impensable, c'est bien cela, se répétait-il, avec un pli ironique aux lèvres, comme si quelqu'un avait pu voir ce sourire et s'y laisser tromper. Il n'y a pas d'explication. La souffrance, la mort. Pourquoi ? Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis seule sans toi, je suis laide sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade. Bonjour Françoise Dastour. Bonjour. Bonjour, c'est une joie de vous accueillir de nouveau au Nouveau Chemin de la Connaissance. Alors avant Dalida, le texte qu'on a entendu est un extrait non pas de Être et temps de Heidegger dont on va parler aujourd'hui, mais de La mort d'Ivan Ilitch, la nouvelle de Tolstoï. Et c'est à double titre qu'on a choisi de commencer cette émission par ce texte. D'abord parce que c'est un texte limpide. C'est un texte qui raconte l'expérience troublante, mais limpide et intime d'un homme qui comprend qu'il va mourir.
Et de sorte il est intéressant de voir dans quelle mesure on peut entrer dans une pensée aussi délicate, aussi difficile que celle de Heidegger, par un texte qui décrit quelque chose qui peut être familier à tous. Et puis, se pose donc la question de savoir comment, dans quelle mesure, l'expérience de cet homme, Ivan Illich, qui découvre qu'il va mourir, à qui il arrive cette aventure tout à fait unique de mourir, puisqu'on meurt toujours seul et on est seul à mourir. Donc cet homme, cette expérience, dans quelle mesure cette expérience est-elle propre à décrire ce que Heidegger appelle l'angoisse, même si il faut d'ores et déjà poser que l'angoisse chez Heidegger n'est pas réductible à la crainte de la mort, Françoise Dastour. Oui, il faudrait d'abord dire que c'est le seul texte littéraire que Heidegger cite d'ailleurs dans Être et temps lorsqu'il parle de l'angoisse de la mort. Et l'angoisse est liée pour Heidegger à la mort, c'est-à-dire au sentiment de notre finitude. Et la première chose peut-être qu'il faudrait souligner, c'est l'importance que Heidegger, dans l'analyse qu'il fait de l'existence humaine, donne au sentiment. C'est ce qu'il appelle les dispositions affectives qui nous ouvrent d'une certaine manière plus fondamentalement à la réalité de ce que nous sommes que la raison ou l'entendement. Et Heidegger donne à l'angoisse une tonalité évidemment qui peut paraître d'abord extrêmement négative. Il donne à l'angoisse une importance considérable puisqu'il dit d'elle quelle est la disposition fondamentale qui nous ouvre finalement à ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, eh bien, c'est un être jeté au monde et jeté au monde pour y mourir. Et donc l'angoisse est malgré tout lié évidemment à ce sentiment de notre finitude et à la mort. Alors avant d'en venir là, et donc pour bien comprendre d'ailleurs que l'angoisse, quoique liée au sentiment de notre finitude et de notre mort, n'est pas non plus, comme je le disais tout à l'heure, réductible à la seule crainte de mourir. Oui. C'est autre chose, c'est peut-être plus intéressant, plus vaste d'ailleurs que cette seule question. Mais avant d'en venir là, est-ce que il faut en venir peut-être au point de départ, qui est que l'angoisse, à la différence de la crainte, et c'est une distinction sur laquelle nous allons travailler toute cette semaine, et sur laquelle d'ailleurs on travaillait hier en parlant d'Hitchcock. L'angoisse, à la différence de la crainte, n'a pas d'objet. Oui. Elle est sans objet et c'est... Ça, c'est le point de départ. C'est aussi précisément l'expérience que fait Ivan Illich, n'est-ce pas? Parce qu'il est cette chute, ce vertige qui le saisit, c'est une chute qui l'entraîne loin du monde familier, dans lequel on peut peut-être avoir des peurs bien déterminées, alors que l'angoisse, eh bien, elle est l'angoisse, effectivement, de rien de déterminé. Et c'est un point sur lequel Heidegger insiste énormément. Il va même jusqu'à dire ce que les psychiatres accepteraient d'ailleurs aussi, parce que il y a là évidemment un rapport à l'angoisse au sens psychiatrique du terme. Il va même jusqu'à dire que nos peurs, finalement, ce sont des manières pour nous de nous masquer l'angoisse, parce que nous leur donnons un objet. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que la détermination qui engage la peur n'est pas un paravent? Et oui, c'est le phénomène des phobies, on le connaît bien, n'est-ce pas? Avoir peur de telle ou telle chose du vide ou de tel ou tel animal, par exemple, eh bien c'est une manière de donner un objet à une angoisse beaucoup plus latente, beaucoup plus diffuse, qui du même coup devient localisable et supportable. Et Heidegger a bien vu cela. Je voudrais juste dire un mot sur le fait qu'il utilise pour parler de l'angoisse un mot en allemand qui est extrêmement intéressant, das Unheimliche, qu'on a traduit... L'intranquillité? Oui, et qu'on a aussi traduit par l'inquiétante étrangeté. Et c'est un thème sur lequel Freud avait réfléchi quelques années auparavant, en 1919. Il y a un article très intéressant de Freud sur ce sentiment de ne pas être chez soi, de perdre la familiarité, de perdre le rapport habituel que nous avons au monde. Le sentiment d'être dépaysé chez soi. Oui, tout à fait. Et que tout ce qui nous semblait familier devient énigmatique. Un roman décrit cette expérience à merveille, peut-être c'est La nausée de Sartre. Oui, La nausée de Sartre n'est pas loin de cela, effectivement. L'étrangeté et l'inquiétude vont de pair. La nausée est ressentie devant l'existence des choses,
inexistant dans sa nullité. Et c'est effectivement assez proche de ce que Heidegger décrit, sauf peut-être que Heidegger n'a jamais voulu, je dirais, donner une connotation uniquement négative à l'angoisse, et ça c'est très important de le noter. Heidegger ne veut pas du tout, il le dit, proposer une philosophie héroïque, ni une philosophie qui, en quelque sorte, serait nihiliste, qui donnerait une importance. Il veut montrer que l'angoisse est une disposition, une épreuve, à travers laquelle nous devons passer si nous voulons être un être singulier. C'est ça qui est très important, parce que pour Heidegger, si nous voulons être un être singulier, oui. Ou si nous voulons découvrir qu'au fond nous le sommes? Oui, que nous le devenons d'une certaine manière, parce qu'au départ nous ne le sommes pas véritablement. Il y a une belle analyse là de Heidegger de ce qu'il appelle le on, n'est-ce pas, le fait que, eh bien, dans l'existence quotidienne, nous ne nous distinguons pas des autres, et c'est pourquoi nous ne prenons pas conscience de l'unicité, de la singularité absolue de notre propre existence. Et je crois que ça renvoie tout à fait à l'expérience d'Ivan Illich, à qui on veut cacher finalement qu'il va mourir, parce que tout le monde sait bien sûr que tous les hommes sont mortels, il le dit lui-même, n'est-ce pas? Mais est-ce que cette phrase s'applique à moi? Et dans la quotidienneté, nous ne voulons pas l'appliquer, n'est-ce pas, à notre cas particulier. C'est pourquoi nous fuyons en quelque sorte l'angoisse, en nous réfugiant dans une existence, un mode d'existence anonyme. Au fond de son âme, Ivan Illich savait qu'il était en train de mourir, mais non seulement il ne pouvait s'habituer à cette idée, mais il ne la comprenait pas, ne pouvait simplement pas du tout la comprendre. L'exemple de syllogisme qu'il avait appris, Caius est un homme, tous les hommes sont mortels, donc Caius est mortel, lui avait paru juste dans sa vie passée, seulement par rapport à Caius, mais jamais par rapport à lui. Ce Caius était un homme en général, et c'était parfaitement juste. Mais lui n'était pas Caius, et pas un homme en général. Il avait toujours été un être tout à fait différent de tous les autres. Il était Vania avec sa maman, son papa, avec Mitya et Valodia, avec ses jouets, avec le cocher, la bonne, et puis avec Katienka, avec toutes les joies, les chagrins, les fiertés de l'enfance, de l'adolescence, de la jeunesse. Est-ce que Caius connaissait l'odeur de ce ballon de cuir à rayures que Vania aimait tant ? Est-ce que Caius baisait ainsi la main de sa mère? Est-ce pour Caius que la jupe plissée en soie de sa mère froufroutait de cette façon? Est-ce lui qui avait protesté à l'école de droit à propos des petits pâtés? Est-ce que Caius avait été amoureux comme lui? Est-ce que Caius savait présider comme lui une séance? Voilà, Françoise Dastour, est-ce qu'on peut dire que l'expérience que décrit Heidegger comme celle que décrit Tolstoï, c'est le passage de la connaissance de la mort, on sait tous qu'on va mourir, au sentiment de la mort, c'est-à-dire au moment où on finit par y croire. En gros, nous savons que nous allons mourir, mais nous n'y croyons pas. Oui, d'ailleurs, c'est un peu ce que Freud disait aussi, n'est-ce pas? Nous ne croyons pas, nous croyons en notre propre immortalité. Oui, c'est vraiment ici la déroute de l'entendement, de la raison, de la connaissance théorique, devant un sentiment qui nous met face à ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres jetés, comme le dit Heidegger, jetés dans l'existence, et dans une existence qui est nécessairement évidemment finie, puisque elle s'inscrit dans les limites de la naissance et de la mort. Et c'est ce sentiment qui nous révèle véritablement que nous sommes, comme le dit Heidegger, des êtres voués en quelque sorte à vivre dans le monde et à vivre de manière évidemment limitée, dans un laps de temps limité dans le monde. Et avant de voir évidemment ce que l'angoisse nous révèle, c'est-à-dire, la face enchantée des choses en un sens, avant de passer de l'inquiétude, de l'inquiétante étrangeté à l'émerveillement possible devant cette merveille des merveilles, qu'est l'existence finalement. Donc avant de convertir l'inquiétude en émerveillement, est-ce que je voudrais savoir si chez Heidegger on n'assiste pas à une inversion de la cause et de l'effet au sens où on l'entend traditionnellement, c'est-à-dire que en général, par exemple, quand des héritiers se disputent autour d'un héritage, on dit c'est parce qu'ils se disputent l'héritage qu'ils se détestent. Mais non, c'est parce qu'ils se détestent qu'ils se disputent l'héritage. De la même façon, on dit c'est parce que j'ai le stress d'une émission que je suis angoissé. Mais non, c'est parce que je suis angoissé que l'émission me stresse. Et ainsi de suite. En somme, est-ce que Heidegger ne nous invite pas à inverser la cause et l'effet et à situer
en amont de Oui. tous les motifs que nous donnons à nos peurs, une disposition fondamentale. Oui, oui, c'est tout à fait le geste qu'il fait, qui est un geste parfois difficile à suivre et un peu paradoxal, mais il l'applique par exemple à l'angoisse au sens psychiatrique. Je voudrais revenir à ça, où il explique que l'angoisse peut être déclenchée de manière physiologique. Et c'est vrai qu'elle peut, tous les psychiatres savent que les crises d'angoisse peuvent avoir finalement apparemment des causes physiologiques. Mais, Ou des motifs bénins. oui, ou des motifs tout à fait bénins, bien Sioran sûr. a dit un jour, Oui, Sioran oui. a dit les déboires administratifs sont l'unique motif recevable de suicide. Ce qui est Oui, une phrase oui. beaucoup plus profonde qu'on ne pense. Oui, tout à fait, parce que Heidegger nous dit, mais l'angoisse ne peut surgir que parce qu'elle est là, latente déjà, n'est-ce pas? Elle surgit à l'occasion. Ce sont des occasions et non pas des causes. Vous voyez, c'est ça qui est très intéressant. C'est la à mèche, l'occasion. mais c'est pas le baril. Voilà, ça n'est pas l'angoisse. Elle est là, elle est latente, elle est toujours là, et c'est pourquoi il faudrait revenir à ce thème qui me paraît vraiment important du caractère étranger à soi-même de l'homme. C'est ce qui caractérise l'être humain, n'est-ce pas? Parce que et nous nous rassurons dans la vie quotidienne parce que c'est plus ou moins programmable, la vie quotidienne. Nous avons des horaires, nous avons des habitudes. Nous nous rendons familiers à nous-mêmes au quotidien. Oui. La vie Et oui. serait ce long travail de Oui. se rendre familier à Tout soi, à fait. c'est-à-dire se tromper sur soi. Oui, enfin, se tromper, oui, bien sûr, se tromper S'égarer sur dans la soi. familiarité. Oui, s'égarer dans la familiarité, mais en même temps, là encore, il ne faudrait pas trop mettre en accusation la quotidienneté, parce que Heidegger lui-même reconnaît que la quotidienneté, c'est la quasi-totalité de notre vie. Puisque nous, la quotidienneté, c'est le monde des habitudes qui nous permet d'habiter, ces deux mots ont la même racine, et nous avons besoin d'habitat. Nous avons besoin d'habitat, nous avons besoin d'un environnement dans lequel, eh bien, nous nous reconnaissons nous-mêmes. Simplement, cette manière d'être au monde, dans la quotidienneté, elle est aussi une manière de nous voiler à nous-mêmes que nous sommes finalement des étrangers à nous-mêmes et des étrangers aussi au monde. Et c'est ce motif de l'étrangeté qui me paraît extrêmement important de souligner, parce qu'on a toujours accusé Heidegger, n'est-ce pas, d'être un penseur De l'enracinement, de la Heimat, c'est-à-dire du lieu natal. Or, en réalité, il nous dit quelque chose de tout à fait bouleversant dans Être et Temps. Il nous dit que ce sentiment d'être, de ne pas être chez soi, est le phénomène le plus originaire. C'est ça qui est au fond de l'existence humaine. L'homme a le sentiment véritablement d'être un être en quelque sorte déplacé. Et c'est ça l'existence humaine. En tout cas, il a la liberté, à la faveur d'une expérience qui serait donc finalement le détonateur d'un baril dont l'homme serait porteur, à la faveur d'une expérience, il a l'occasion de regarder comme surgissant, comme inattendu, comme insolite finalement, ce qu'il avait jusqu'ici l'habitude de voir. Tout à fait. Et c'est par instant, c'est important de le dire, n'est-ce pas? Ce sont des instants simplement, puisque nous sommes quand même pris la plupart du temps dans la quotidienneté. Et c'est pourquoi Heidegger est tout à fait conscient du caractère paradoxal finalement de sa thèse, puisqu'il dit que à la fois que l'angoisse est toujours là, latente, c'est une disposition fondamentale, et qu'en même temps, l'expérience de l'angoisse est rare. Elle est rare parce que nous nous arc-boutons contre elle finalement, parce que nous nous donnons encore une fois des habitudes, et aucun être ne peut vivre sans habitude. L'être humain, comme les animaux, a besoin de ses habitudes, a besoin d'un habitat, mais il n'est pas, contrairement à l'animal, n'est-ce pas, il n'est pas véritablement chez lui, je dirais, dans le monde quotidien, puisqu'il a le sentiment, en quelque sorte, d'être acculé, d'être contraint à accepter finalement cette finitude qu'est la sienne. Sous la vie de tous les jours pointe la vie de chaque instant. On va écouter, Françoise Dastour, un texte de Heidegger, justement, non pas extrait d'Être et Temps, mais extrait de Qu'est-ce que la métaphysique, dans lequel il revient justement sur cette oppression familière au sentiment de l'angoisse et ce qu'elle implique, le fait que nous nous sentons en même temps glisser, dit-il, au milieu de l'existant. Écoutez le texte. Dans l'angoisse, disons-nous communément, on se sent oppressé. Mais qui est ce on? Qu'est-ce qui oppresse ce on? Nous ne pouvons pas dire devant quoi on se sent oppressé. Toutes les choses et nous-mêmes, nous nous abîmons dans une sorte d'indifférence.
Cela pourtant, non point au sens d'une disparition pure et simple, mais dans leur recul comme tel. Les choses se tournent vers nous. Ce recul de l'existant dans son ensemble, qui nous obsède dans l'angoisse, est ce qui nous oppresse. Il ne reste rien comme appui. Dans le glissement de l'existant, il ne reste et il ne nous survient que ce rien. L'angoisse révèle le néant. Dans l'angoisse, nous flottons en suspens. Plus clairement dit, l'angoisse nous tient ainsi suspendus parce qu'elle produit un glissement de l'existant dans son ensemble. À cela tient que nous-mêmes, nous, les hommes que voici, nous nous sentons en même temps glisser au milieu de l'existant. C'est pourquoi, dans le fond, ce n'est ni toi ni moi que l'angoisse oppresse, mais on se sent ainsi. Que l'angoisse dévoile le néant, c'est ce que l'homme confirme lui-même lorsque l'angoisse a cédé. Avec le clairvoyant regard que porte le souvenir tout frais, nous sommes forcés de dire ce devant quoi et pourquoi nous nous angoissions n'était réellement rien. En effet, le néant lui-même, comme tel, était là. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Françoise d'Astour, la philosophe Françoise d'Astour, est l'invitée des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce mardi matin pour parler de Heidegger, et pour cause, puisque c'est d'angoisse que nous parlons toute cette semaine. Or, Heidegger y a consacré des textes majeurs que nous explorons ensemble ce matin, en particulier d'ailleurs le paragraphe 40 de Être et Temps, intitulé, et là on reconnaît le style de Heidegger tout de suite, l'angoisse en tant que mode fondamental du sentiment de la situation et en tant que révélation privilégiée de l'être là. Françoise d'Astour, beaucoup de questions après le texte qu'on vient d'entendre, l'extrait de Qu'est-ce que la métaphysique? Beaucoup de questions. D'abord, nous nous abîmons dans une sorte d'indifférence. Est-ce que Heidegger désigne tout simplement par cette indifférence à laquelle nous nous abandonnons la routine dans la mesure où à la fois elle est le lieu où nous nous endormons et en même temps l'écrin d'un éveil et d'une conscience. Il y a un texte de Camus dans le mythe de Sisyphe où il dit « Il arrive que les décors s'écroulent et qu'à l'intérieur de la vie la plus quotidienne, on découvre comme une révélation, en somme, cette quotidienneté elle-même et le désir d'en sortir. » Oui, c'est le moment où le rapport aux choses devient un rapport en quelque sorte problématique parce que dans la quotidienneté nous utilisons les choses, nous ne les voyons pas, elles sont pour nous des prolongements finalement de notre propre corps, et lorsqu'elles apparaissent dans leur aspect insolite, alors effectivement elles deviennent, la quotidienneté s'effondre et elle s'abîme dans une sorte d'indifférence. Ce qui est important là, je crois, c'est que c'est véritablement le caractère utilitaire, si vous voulez, des choses, le fait que nous sachions qu'en faire, à quoi ça sert, que nous puissions leur assigner une place qui disparaît. Et c'est pourquoi l'angoisse est l'expérience d'un vertige. Véritablement, je pense que les images de la chute, du vertige, sont des images qui donnent bien, qui nous amènent bien, en quelque sorte, au cœur de l'angoisse. Oui. L'effondrement aussi, c'est une autre image, n'est-ce pas? L'effondrement. L'effondrement de l'utilité. Oui, l'effondrement de ce qui
qui donne un sens immédiat aux de choses. ce qui apparaissait aller de soi, n'est-ce pas? La perte des évidences que connaît, là encore j'aimerais faire une référence à la psychiatrie, cette perte de l'évidence naturelle, c'est celle que connaît le schizophrène, n'est-ce pas? Le schizophrène, c'est quelqu'un qui vit dans un affect d'angoisse quasi permanent, ce qui est épouvantable en quelque sorte, parce que rien ne va de soi pour lui. Le monde devient inhabitable pour lui. Mais si on suit cette logique, Françoise Dastour, ça veut dire que le schizophrène, la différence entre le schizophrène et celui qui ne l'est pas, c'est que le schizophrène, perçu comme un fou d'ailleurs, étiqueté comme fou par celui qui ne l'est pas, ce qui est tout à fait commode. En somme, le schizophrène, du point de vue que vous décrivez là, du point de vue finalement compréhensif que vous décrivez là, le schizophrène a tout simplement accès à quelque chose à quoi, j'allais dire, l'homme sobre ou prétendument sensé, lui, n'a pas accès. Oui, on peut le dire. Là encore, il faut être prudent, n'est-ce pas? Il ne faudrait pas considérer qu'être schizophrène, c'est être philosophe ou penseur. Non, mais par exemple, qu'être ivre serait être conscient d'une folie dont l'homme sobre croit qu'il est dépourvu. Oui, c'est le schizophrène. Souvent, d'ailleurs, moi, je travaille avec des psychiatres et je sais que les schizophrènes ont une très grande capacité de parler de leur propre sentiment d'être, et qu'ils le décrivent souvent avec des mots qui sont extraordinairement proches de ce que l'on pourrait appeler l'expérience philosophique, qui est en elle-même une expérience de dépaysement. C'est le mot dépaysement, je l'aime beaucoup d'une certaine manière. La philosophie est aussi si je peux dire, une sorte de folie, puisqu'il s'agit en quelque sorte de quitter les évidences naturelles, les préjugés qui guident finalement notre vie quotidienne. Et il y a là quelque chose effectivement de semblable. La grande différence, c'est que le schizophrène ne choisit pas, n'est-ce pas? Ce vertige, il ne choisit pas en quelque sorte. J'allais vous dire que l'angoisse ne nous laisse pas le choix non plus. Mais nous pouvons la combattre. Nous la combattons parce que nous arc-boutons contre elle. Le schizophrène n'a plus les armes, voyez, et c'est pourquoi la quotidienneté, il a perdu le sens même de la quotidienneté. Est-ce que savons-nous, Françoise Dastour, que nous combattons l'angoisse, ou bien découvrons-nous à l'occasion de l'émergence de l'angoisse dans la quotidienneté que nous n'avons fait jusqu'ici que la conjurer? C'est une question intéressante. Je crois que, là encore, lorsque Heidegger dit que l'angoisse est là, elle est latente, elle peut surgir à n'importe quel moment, cela implique tout de même que nous ne sommes pas complètement ignorants de ce fond de notre être. Et Heidegger dit aussi, dans d'autres passages, que nous fuyons. C'est ce qu'il appelle d'un mot difficile, la déchéance. Nous fuyons, n'est-ce pas, l'angoisse. Nous aimons les habitudes, nous aimons les évidences, nous aimons ce qui va de soi. Nous nous complaisons finalement dans une sécurité. C'est la recherche de la sécurité aussi, n'est-ce pas? Nous aimons nous rassurer. Parce que nous savons qu'il y a quelque chose de profondément troublant, nous le savons de manière évidemment inconsciente, nous le savons sans le savoir, que nous sommes en quelque sorte des êtres profondément instables. Et qu'en somme, l'angoisse serait l'angoisse serait l'angoisse consciente d'elle-même. Oui, oui, elle est effectivement... La différence entre l'angoisse et la quotidienneté, c'est que finalement l'angoisse, c'est une angoisse qui accède à la conscience d'elle-même, alors que la quotidienneté serait une angoisse qui se dissimule. Oui, c'est ce que Heidegger essaye de nous expliquer. C'est pourquoi l'angoisse, encore une fois, elle surgit de manière inopinée et elle surgit dans l'instant. Parce qu'elle est la révélation, d'une certaine manière, Alors, la révélation de quoi? C'est très important, cela. La révélation que je ne peux plus parler de moi-même ou exister sur le mode du on, sur le mode du comme les autres, mais que j'ai à prendre en charge ma propre existence. Parce que je suis un être singulier. Personne ne peut mourir à ma place, en particulier, n'est-ce pas? Personne ne peut mourir à ma place. Ma naissance et ma mort m'ont donné un laps de temps déterminé qui n'est
finalement partageable avec aucun autre. Et c'est pourquoi, alors, l'angoisse est une expérience aussi traumatisante parce que je ne peux pas trouver d'aide auprès d'autrui. Et ça, je ne peux pas, je n'ai plus non plus de relation avec l'autre au moment de l'angoisse. L'absorption de l'être là, dans le on et le monde de la préoccupation, manifeste comme un mouvement de fuite de l'être là face à lui-même en tant que savoir-être soi authentique. Il semble cependant que ce phénomène de fuite de l'être là face à lui-même et à son authenticité ne soit nullement propre à fournir un fondement phénoménal pour l'étude qui va suivre, car justement, cette fuite ne mène pas à l'être là devant lui-même. Cette aversion, en effet, et conformément à la tendance spécifique de la déchéance, détourne de l'être là. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux presque malgré moi comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos comme d'habitude. Alors, je m'habille très vite, je sors de la chambre comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café, je suis en retard comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors comme d'habitude. J'ai froid, je relève mon col comme d'habitude. Comme d'habitude. Voilà, une matinée dans les nouveaux chemins de la connaissance entre Heidegger et Michel Sardou. Il y a des matins comme ça. Et Françoise Dastour qui est avec nous pour nous expliquer ce qu'Heidegger signifie par l'angoisse, plus exactement pour nous le faire comprendre, car après tout, puisque l'angoisse déjoue les motifs de l'explication, ce serait maltraiter l'angoisse que de prétendre l'expliquer. C'est de l'intérieur qu'il s'agit de saisir ce phénomène. Et c'est la raison pour laquelle, Françoise Dastour, je voudrais vous proposer justement cette ambivalence du phénomène de l'habitude, pour essayer de voir si ça permet de comprendre tout simplement ce que l'angoisse signifie. L'habitude en elle-même est un phénomène ambivalent puisqu'on la décrit à la fois comme une routine qui endort la conscience, l'habitude, le sentiment de l'habitude. Et en même temps, une habitude qui accède à la conscience d'elle-même est une habitude qui immédiatement se remet en cause, qui immédiatement se critique. On peut traduire ça en termes tout à fait simples en disant que bien souvent, les grandes questions métaphysiques sont agitées par des hommes qui sont débordés, comme s'il fallait avoir la tête dans le guidon et être pris dans la quotidienneté pour avoir de la nostalgie, d'un horizon. Schopenhauer, par exemple. Schopenhauer n'avait rien à faire de ses journées. Il pouvait se payer le luxe de ne pas chercher un sens à la vie ou de combattre ceux qui voulaient trouver un sens à la vie. En revanche, l'ambition de chercher un sens à la vie, l'ambition finalement de s'affranchir de la quotidienneté, le souci de s'affranchir de la quotidienneté vient souvent justement d'une existence qui est constamment, j'allais dire, tempérée et affadie par l'habitude. Oui, bien sûr, puisque l'habitude est à la fois ce qui nous rassure, ce qui nous donne un cadre de vie, ce qui nous permet d'habiter, encore une fois, je crois que c'est très important de mettre le lien entre les deux, mais c'est aussi ce qui nous fait perdre le goût de l'existence, d'une certaine manière. Et en cela, elle est mensongère. Oui. Et oui, parce que elle est en quelque sorte une sorte de... elle est guidée par un souci sécuritaire qui n'est finalement pas acceptable pour l'être humain, parce que l'être humain, il a aussi cette nécessité en lui de déployer son être, d'aller plus loin que l'horizon borné finalement de la quotidienneté. Il veut toujours dépasser. Heidegger exprime ça en disant il existe, c'est-à-dire qu'il veut sortir de lui-même. Il sort de lui-même, voilà. Et c'est cette... De là d'ailleurs cette orthographe qui fait beaucoup rire évidemment ceux qui ne lisent pas Heidegger ou qui se moquent du jargon philosophique. Exister, c'est en français exister avec EK.
oui, oui, il veut se transcender. Voilà, l'autre mot utilisé par Heidegger, c'est le mot de transcendance. Il veut aller justement jusqu'où? Eh bien, il veut dépasser les choses de la quotidienneté. Et c'est pourquoi ce dépassement dans Qu'est-ce que la métaphysique est présenté comme un dépassement vers le rien. Mais là encore, il ne faudrait pas penser que Heidegger est un penseur nihiliste, parce que c'est le rien d'utilisable, n'est-ce pas? C'est le rien, c'est le moment où les choses, comme le dit Heidegger, se tournent vers nous et nous présentent un aspect insolite, parce qu'elles ne sont plus utilisables par nous, et donc elles ne sont plus rien d'utilisable. Ce n'est pas le néant, en quelque sorte, comme l'opposé de l'être, hein, qui se présente à nous dans l'angoisse, mais c'est le fait justement que les choses perdent finalement leur aspect familier et qu'elles ne sont plus pour nous, nous ne pouvons plus les utiliser, nous ne pouvons plus mettre la main sur elles. En somme, la volonté ou le souci, pour rester dans un vocabulaire, dans un lexique heideggerien, de dépasser la quotidienneté, offre deux possibilités, peut-être une impasse qui serait dépasser la quotidienneté vers l'éternité ou vers une transcendance, et une autre voie qui est explorée par Heidegger, qui serait de dépasser la quotidienneté au profit de la singularité. Oui, oui, oui. Et là, on ne peut pas ne pas... En somme, il y a deux façons de surmonter les apparences. Hein. Soit on accède à l'éternel, soit on accède à l'objet seul et singulier. Oui, soit on accède à ce que Heidegger appelle le monde aussi, ce qui est l'origine finalement de toutes les choses, de tous les objets pour nous. Et là, bien sûr, il faudrait rappeler tout de même que Heidegger lui-même, dans Être et Temps, cite les sources, disons, théologiques, hein, de l'analyse de l'angoisse. Saint-Augustin, Luther et Kierkegaard, dont il dit qu'il est celui qui est allé le plus loin, n'est-ce pas, dans la description de l'angoisse. Mais la grande différence, alors on pourrait relever des analogies troublantes même entre l'analyse que fait Kierkegaard de l'angoisse et puis celle que fait Heidegger de l'angoisse. Mais la grande différence... C'est Dieu. C'est Dieu, voilà. C'est que l'angoisse chez Kierkegaard, eh bien, elle est toujours liée au péché, n'est-ce pas, au fait que l'homme a cette capacité, à la liberté aussi, c'est très important. L'angoisse est toujours angoisse de ma liberté parce que je peux dépasser, n'est-ce pas, mes possibilités qui sont justement réduites, celles de ma quotidienneté. Je peux choisir de me dresser contre Dieu. Voilà ce que nous dit Kierkegaard. Et donc l'angoisse, c'est précis, elle est toujours liée au péché, n'est-ce pas? Elle me révèle moi-même comme être capable de défier Dieu. Alors que pour Heidegger, l'angoisse, elle me révèle moi-même comme être capable de, simplement d'accepter ma finitude. Parce qu'il n'y a pas, ce que l'angoisse me révèle pour Heidegger, c'est justement qu'il n'y a pas d'infini, n'est-ce pas? Que l'infini est une illusion, et c'est pourquoi l'angoisse me voue au monde, hein, elle ne me place pas devant Dieu, ce qui est le cas de Kierkegaard, mais elle me voue au monde, c'est-à-dire qu'elle me voue à une existence, évidemment, qui est essentiellement marquée par une temporalité finie. L'angoisse est dans la position déplaisante d'un interlocuteur qui trouve malin de vous dire ce que vous savez déjà et qu'il vous est désagréable d'entendre. Oui, bien sûr. Vous savez, cet interlocuteur mal élevé qui croit très fin, ou ce faux ami, par exemple, qui croit utile de vous dire ce que vous savez déjà et ce que précisément vous n'avez pas envie d'entendre. Non pas parce que vous l'ignorez, mais parce que vous le savez déjà et qu'il vous est désagréable de l'entendre. Oui, il est évident que j'ai dit que c'était une épreuve, l'angoisse. C'est une épreuve nécessaire, mais c'est une épreuve. C'est-à-dire qu'il y a là un bouleversement qui se produit, une sorte de perte des repères, un effondrement, vertige, tous ces mots, nous les avons déjà cités, et c'est une expérience qui est évidemment une expérience traumatisante, on pourrait même utiliser ce vocabulaire, mais elle ouvre vers quelque chose qui est, alors Heidegger y insiste beaucoup, qui est la vérité finalement de ce que nous sommes. Elle nous ouvre à la vérité de notre condition, et c'est pourquoi elle peut être à la source de sentiments positifs. Ça, j'aimerais beaucoup le dire, parce que c'est très important de penser qu'elle est une traversée qui peut nous ouvrir effectivement à d'autres dispositions, et c'est pourquoi elle n'est pas leur ennemi, en quelque sorte. De la même façon d'ailleurs que la nausée sartrienne s'inverse en sentiment joyeux de devenir un héros de roman, ou de découvrir ou d'apprendre à être libre, l'inquiétude peut verser dans l'émerveillement face au monde. L'unicité qui est la mienne, la vôtre, celle de
étant. L'unicité qui nous constitue nous met en situation de regarder chaque objet comme étant irrémédiablement, incurablement singulier. Absolument. Mais oui, cette oui. singularité incurable n'est pas forcément nauséeuse. Oui, alors, bon, il faudrait regarder du côté de Sartre, n'est-ce pas? Si la nausée, d'une certaine manière, ne persiste pas un peu trop. Mais pour Heidegger, en tout cas, c'est vrai que ce retournement se fait, n'est-ce pas? Il y a de l'effroi, on peut passer à l'émerveillement, à ce que les Grecs appelaient le Taumadzein, c'est-à-dire l'émerveillement devant ce qui est. Et dont ce il passage faisait le point de départ oui. de la philosophie, Absolument, d'ailleurs. absolument. Et donc Heidegger retrouve très curieusement, en partant d'une tonalité qui est, je dirais, extrêmement négative, ce rapport à l'étonnement ou à l'émerveillement devant les choses, devant le fait qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. Est-ce que de ce point de vue, Heidegger ne livre pas la formule d'un émerveillement non soluble dans la raison? Parce que bien souvent, la philosophie part de l'émerveillement, de l'étonnement, Oui. qu'elle dissout ensuite dans l'explication du phénomène qui l'a d'abord émerveillé. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas chez Heidegger l'idée que, en somme, tout est insolite, quand bien même ce serait banal? Est insolite, n'est pas seulement insolite ce qui tranche sur le cours ordinaire des choses, mais c'est le cours ordinaire des choses lui-même qui, quand on le regarde d'une certaine manière, Tout à devient fait. insolite en lui-même. À cet égard, est-ce qu'Heidegger ne délivre pas la formule d'un étonnement qui demeure par-delà toutes les explications et toutes les résolutions qu'on peut lui proposer par la science, la découverte et les explications scientifiques? Oui, oui, tout à fait. Il y insistera d'ailleurs dans la leçon qu'il donnera à Cerisy, qu'est-ce que la philosophie? Il dira de manière très juste que l'étonnement, le Taumadzein grec, est une disposition qui perdure. Ce n'est pas simplement le début de la philosophie, mais c'est ce qui commande toute la philosophie, et c'est ce qui peut commander une existence qui se voudrait une existence, alors je n'aime pas beaucoup le terme authentique, parce qu'on a beaucoup... Heidegger utilise une Oui, terminologie c'est là qu'on qui est- retrouve le Heidegger oui. enraciné. Là, quand Oui, on mais parle l'existence d'existence authentique. L'existence authentique, d'abord le mot authentique traduit un mot qui veut dire plutôt propre, hein, ce que nous sommes au sens propre. Ce que nous sommes au sens propre, eh bien, ce serait précisément une existence qui verrait dans tout ce qui arrive quelque chose d'unique, n'est-ce pas? Qui verrait dans tout ce qui se passe et dans tout ce qui est quelque chose qui n'a plus rien, justement, de routinier, qui n'a plus rien de banal. Hein. Il y a des publicitaires heideggeriens qui vantent des saucisses, par exemple, Oui. des saucisses qui sont manifestement fabriquées en usine, n'est-ce pas, selon les procédés de la technique, mais dont le slogan pour les vendre, c'est le sens de l'authentique. Le sens de l'authentique. Oui, ce mot authentique a fait beaucoup de mal, je crois, parce que le vocabulaire de Heidegger lui-même, il y a un autre mot en allemand qui dit authentique, hein, que le mot que utilise Heidegger, eigentlich. Ce qu'il veut nous dire, c'est que, et c'est toujours la même idée, n'est-ce pas? L'idée qu'on trouve déjà chez Kierkegaard d'ailleurs, c'est que l'angoisse finalement nous permet de prendre en main notre propre existence, et que cette existence, elle est unique. Et en ce sens-là, nous sommes dans l'authenticité, ou plus exactement, nous sommes nous-mêmes dans ce que nous avons de plus propre. Nous ne nous berçons pas d'illusions, nous ne tombons pas, en quelque sorte, dans le discours anonyme de l'existence anonyme, qui nous conduit toujours à dire qu'on meurt, n'est-ce pas? Bien sûr, tout le monde meurt, mais moi, je ne fais pas partie de ce Mais monde. quand je dis on meurt, naturellement, c'est je m'exclus de la foule des gens qui meurent. Oui. Mais en même temps... Ou même quand j'assiste à des obsèques pour dire hein, il est mort, le pauvre, Oui. je Tout à m'exclus fait. de fait, Tout à évidemment, fait. de ça, en Tout à le fait, présentant c'est-à-dire- comme malheureux. Oui. Et en même temps, je ne prends pas conscience du fait que je suis, moi, un être précisément qui est essentiellement mortel. Et ça, c'est important chez Heidegger, n'est-ce pas, de souligner que la conscience de sa propre mortalité est quelque chose de consubstantiel, je dirais, à l'existence humaine. Mais alors la conscience de sa propre mortalité n'est pas réductible à la crainte de mourir, sinon finalement l'angoisse aurait un objet. La conscience de sa propre mortalité va plus loin, va au-delà de la seule peur insoluble de mourir. Hein, mais Françoise d'ailleurs, Bastour. la mort, c'est quelque chose d'impensable, il faut le dire. Hein. C'est quelque chose, là encore, d'indéterminé, n'est-ce pas? Elle est la seule conscience que je puisse avoir de la mort de manière authentique, c'est-à-dire en propre, c'est qu'elle
elle peut arriver à tout moment. Je précise pour l'auditeur que vous faites le geste des guillemets quand vous employez le mot authentique. Oui, tout à fait, tout à fait. Elle peut arriver à tout moment. Hein. C'est-à-dire qu'elle est imminente et c'est cette présence d'une imminence de la mort que nous cherchons à fuir quand nous disons que tout le monde meurt, qu'on meurt, mais que ça ne me touche pas moi, n'est-ce pas? Et ça, c'est quelque chose. Ou bien le syllogisme d'Ivan Illich, tous les hommes sont mortels, mais moi je ne suis pas tous les hommes. Voilà. Oui, moi je suis autre chose, n'est-ce pas? Je ne tombe pas sous la règle générale. Alors, si on fait l'archéologie de cette angoisse, qu'est-ce qui le distingue par exemple de Pascal quand il décrit l'homme comme un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout, infiniment éloigné de comprendre les extrêmes, la fin des choses et leurs principes, incapable de voir le néant d'où il est tiré, l'infini où il est englouti, en somme. Est-ce que l'origine de ce que Heidegger décrit comme l'angoisse, ça n'est pas tout simplement ce qu'on appelle l'angoisse existentielle, même si Heidegger se méfiait de ce mot, Françoise Dastour? Elle est une expérience existentielle aussi, n'est-ce pas, puisque je la ressens dans des moments particuliers. Oui, j'ai cité Kierkegaard comme source, source, je n'aime pas beaucoup ce mot-là, parce qu'on ne peut pas réduire la pensée d'un philosophe à celle d'un autre. Non, mais repérer des échos, des résonances. Il y a des échos très forts avec Kierkegaard d'une part, et l'autre écho très fort, c'est évidemment Pascal, n'est-ce pas? C'est aussi le thème du divertissement, qui est alors tout à fait en consonance avec ce que Heidegger nous dit, n'est-ce pas, de cette fuite devant soi-même. Parce que le propos de Pascal, quand il parle du divertissement, c'est bien de dire que ce dont témoigne l'homme qui se divertit, c'est d'une volonté d'oublier ce que donc il sait. Tout à fait, ce qu'il sait. Ce qu'il sait sans vouloir le savoir. Donc le divertissement est une affaire sérieuse, on ne plaisante pas avec le divertissement. Oui, il est tellement nécessaire que c'est pas du tout effectivement une question anecdotique. Hein. C'est le divertissement est ce qui permet d'une certaine manière de demeurer en vie. Et Heidegger est tout à fait, je crois, la description qu'il fait de la quotidienneté et la pensée que l'on a, qu'il a de la quotidienneté est tout à fait en écho avec cela, n'est-ce pas? C'est lorsqu'il caractérise la quotidienneté par le bavardage, par exemple. Il y a une manière de parler sans véritablement aller jusqu'aux choses mêmes, eh bien c'est quelque chose dans laquelle nous sommes tous plongés nécessairement. Il ne faut pas imaginer que nous pouvons sortir définitivement du bavardage. Nous devons en quelque sorte, nous faisons partie aussi nécessairement de cette quotidienneté. Le divertissement, c'est aussi ce qui nous permet de vivre. Comme une limite que nous hésitons à franchir ensemble. Oui, tout à fait. Le métro ferme à 1h du mat. Le métro ouvre à 6h du mat. Monoprix ouvre à 10h. Monoprix ferme à 20h. Les enfants partent à 8h. Les enfants reviennent à 16h. Le repas commence à 20h. On débarrasse à 20h30. Je suis borderline. T'es borderline. Il est borderline. Nous sommes borderline. La dame du 3e sort à 10h. La dame du 3e revient à 11h. Les acédiques ouvrent à 9h. Les acédiques ferment à 16h. Un grand merci Françoise Dastour d'être venue nous parler de Heidegger. Heidegger, je rappelle que dans Être étant, le paragraphe sur l'angoisse, c'est le paragraphe 40, texte extraordinaire, et je renvoie à notre site internet pour avoir la bibliographie à peu près complète de tous vos ouvrages, Françoise Dastour, en particulier autour de Heidegger et de la question de la mort. Le feu rouge à minuit 2. Le feu vert revient à minuit 2. Le feu rouge à minuit 4. La dame du 3e sort à 21h. Demain, on continue à parler d'angoisse et on parlera notamment de Maupassant et en particulier d'ailleurs d'une nouvelle intitulée Suicide au pluriel, dans laquelle on retrouve un argumentaire très proche, de ce que Tolstoï déploie dans La mort d'Ivan Illich. Vous verrez, c'est demain. Voilà, et sous la musique de Philippe Catherine sur France Culture, il est 10h50 et c'est comme tous les jours, avec joie et sans angoisse, l'heure de retrouver le journal des nouveaux chemins. Bonjour Adèle. Bonjour Raphaël.
au Nouveau Chemin, on ne fait rien dans l'ordre. Après Heidegger, Descartes. Descartes, exactement, à l'occasion de la parution du premier volume des œuvres complètes de Descartes qui vont paraître chez Gallimard dans la collection Tell, sous la direction de Jean-Marie Bessiade et de Denis Combouchner, et avec la participation de Frédéric Debusson qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Donc cette édition des œuvres complètes de Descartes est un énorme projet éditorial puisque la publication de l'intégralité de l'œuvre de Descartes tient en 7 volumes, dont le premier volume sort cette semaine. Et alors il est étonnant de constater que le premier volume à paraître n'est pas le premier volume dans l'ordre des 7 volumes qui vont paraître. C'est le numéro 3. Alors pourquoi avoir commencé par publier ce numéro 3 ? C'est le numéro 3 parce qu'il contient les œuvres que Descartes a publiées en premier, c'est-à-dire le discours de la méthode, la dioptrique, les météores, la géométrie et quelques textes complémentaires. Mais enfin, il suit l'ordre de publication par Descartes de ses ouvrages. Comme vous l'avez dit, l'ensemble contiendra 7 volumes et nous donnerons après les écrits de jeunesse, les réconciliations de l'esprit dans un premier volume. Ensuite, dans un deuxième volume, il y aura le monde, le traité de l'homme et donc les textes des années 1633, puis ensuite les méditations, etc. Enfin bref, l'ensemble contiendra la totalité des textes rédigés par Descartes, à l'exception de la correspondance qui fera l'objet d'une autre publication. La correspondance est très importante, comme vous le savez, mais cette édition sera une édition intégrale de l'ensemble des textes. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on refait une telle opération depuis une centaine d'années. L'édition qui sert de référence, l'édition d'Adam et Tannery, a été commencée à peu près à l'époque des maisons d'Hector Guimard, vers 1893, et a été terminée vers 1907. Alors ça ne veut pas dire que ça soit mauvais en soi, mais 100 ans de recherche cartésienne se sont passés, et il y a évidemment beaucoup de choses à ajouter. Donc revenons à ce volume-là, donc qui paraît cette semaine. Il comprend le discours de la méthode et d'autres essais qui sont plus scientifiques. Oui. Alors il faut rappeler qu'en fait à l'origine, ces ouvrages ont été publiés ensemble. Oui. Et le titre original était le discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, plus la dioptrique, les météores et la géométrie qui sont des essais de cette méthode. Exactement. Alors ce titre montre bien que tous ces écrits sont beaucoup plus solidaires entre eux que ce qu'on pense. Alors, les 3 écrits sont solidaires. Et souvent on croit que Descartes a publié le discours de la méthode et l'a accompagné de quelques illustrations. En fait, c'est à peu près l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire qu'il a, pour des raisons politiques en fait, c'est-à-dire des raisons liées notamment à la condamnation de Galilée, Descartes ne pouvait pas. La condamnation de Galilée en 1633. Il faut rappeler que le discours de la méthode est publié en 1637. C'est ça. Donc pendant 4 ans, Descartes a cherché une stratégie pour publier quelque chose qui ne soit pas qui ne s'attache pas trop au problème du mouvement de la Terre et aux motifs pour lesquels Galilée a été condamné. Et son idée initiale était d'abord de publier la dioptrique, un essai d'optique, en l'accompagnant ensuite d'une physique de la Terre, les météores, d'une géométrie très difficile, et ensuite il a fait précéder cet ensemble de 3 essais du discours de la méthode. Mais bon, il est tout à fait clair que le discours est tout à fait postérieur, même dans son impression. L'édition originale 137 a 2 pages 1. La première page 1, c'est celle de la dioptrique, celle qui a été composée en premier, et ensuite il y a eu un ajout du discours de la méthode en 6 parties. Donc c'est au fond l'œuvre qui est pour moi la plus intéressante dans cet ensemble, c'est presque la dioptrique. La dioptrique est donc un traité scientifique, mais il faut montrer que c'est seulement un traité scientifique. Voilà, exactement. C'est pas seulement un traité scientifique. C'est aussi la présentation de fondements philosophiques qui vont servir ensuite à l'élaboration de toute une philosophie. C'est 2 choses. C'est d'une part un traité scientifique et technique, c'est-à-dire c'est un traité qui expose la loi des sinus, qui est quand même une découverte tout à fait extraordinaire dans l'optique, et c'est aussi un traité technique qui explique comment on doit faire des lunettes pour améliorer la vision, et c'est en même temps un essai philosophique sur la théorie de la perception. Il y a des textes absolument magnifiques où Descartes compare les images dans le cerveau aux tailles douces faites par
par les graveurs. Et lorsque cet ensemble, bon, on a peut-être la première théorie complète de la perception, et notamment de la perception visuelle, dans ses aspects à la fois corporels et intellectuels. Il y a tout un partage extraordinaire qui se fait entre ce qui relève du mouvement des corps et qui n'est que corporel, et ce qui relève d'un calcul de l'esprit, d'une géométrie naturelle. Mais alors comment quelqu'un qui écrit justement une théorie de la vision, qui fait un traité de la perception, peut-il par ailleurs affirmer dans d'autres textes que les sens sont trompeurs et que la vue est trompeuse? Alors, justement, enfin, on peut peut-être poser la question dans l'autre sens, c'est-à-dire que la dioptrique est la meilleure antidote contre la croyance permanente que pour Descartes les sens nous trompent. Je veux dire, lorsque nos étudiants de première année arrivent quelquefois en croyant cela, on leur montre on peut leur poser une question simple, c'est pourquoi quelqu'un qui pensait que les sens nous trompent passait ses journées à expérimenter, à regarder, à faire des protocoles d'expérience. Bon, c'est un peu troublant, mais surtout, il y a une théorie tout à fait complexe dans laquelle il explique non seulement que les sens nous trompent pas, mais comment on peut améliorer leur usage et comment on peut régler cet usage pour en faire quelque chose de réellement utile. Donc c'est pour ça que la dioptrique donne un contrepoint essentiel aux lectures un peu hâtives, par exemple, de la première méditation. Donc c'est un traité qui n'est pas là pour illustrer une thèse philosophique, mais au contraire, c'est une réflexion scientifique qui va nourrir la recherche philosophique par ailleurs. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le comprendre? Les deux sont liés. Je ne crois pas qu'il y ait moyen chez Descartes de distinguer science et philosophie. Du tout. Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, on n'était pas uniquement philosophe, on était scientifique et philosophe. C'est-à-dire ce qu'on appelait philosophie, ça contenait aussi bien la métaphysique que Descartes, d'ailleurs, identifie simplement à la science de ce qui est connu en premier. Pas simplement, elle n'a pas à proprement parler un objet propre. C'est aussi la physique. Ça s'appelle de la philosophie. Voilà, donc je renvoie au premier volume des œuvres complètes de Descartes qui vont paraître chez Gallimard. Ce volume comprend le discours de la méthode et autres essais scientifiques. Et sinon, sur les étals de nos libraires, Adèle? Alors non pas dans les étals des libraires, mais à Marseille, a lieu du 1er au 7 octobre une semaine de la pop philosophie, qui est organisée par les rencontres places publiques qui ont été créées par Jacques Serrano, et qui a pour vocation de réunir des intellectuels français et étrangers de formations et d'horizons différents autour de questions politiques, sociologiques et en l'occurrence esthétiques. Car la semaine de la pop philosophie réunit à Marseille les intellectuels de la scène philosophique française et des personnalités du monde de l'art contemporain. Et donc le but est de faire se rencontrer ces deux univers autour de débats et de conférences qui présenteront ce qu'est la culture pop à travers la musique pop, mais aussi les films d'horreur, la mode, les séries télé, dans le champ de la pensée contemporaine. À titre d'exemple, par exemple, le vendredi 12 octobre, il y a une conférence sur ce que l'art fait à la philosophie, ou le dimanche 4 octobre, le football comme modèle philosophique. Et ben voilà, autant de questions passionnantes qu'il faudra se poser. La pop philosophie, la philosophie qui fait pop, donc c'est à Marseille. C'est quand, vous m'avez dit? C'est du 1er au 7 octobre et toutes les informations sont sur le site des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Évidemment, grand merci à tous. Merci Françoise Dastour, merci Frédéric de Buzon, merci Adèle Van Rett, merci à Christine Robert pour une réalisation impeccable. Je rappelle en peu de mots, on a parlé aujourd'hui de Tolstoï, de la mort d'Ivan Ilitch, de Pascal, le paragraphe, le fragment intitulé Qu'est-ce que l'homme dans les pensées, de Camus notamment, la description de la routine dans le mythe de Sisyphe, et de Heidegger évidemment aujourd'hui, le paragraphe 40 de Être et Temps, et Qu'est-ce que la métaphysique. Demain on continue cette semaine sur l'angoisse dans les nouveaux chemins de la connaissance, en compagnie, si j'ose dire, de Maupassant et également de Marianne Bury qui en parle à merveille. France Culture, il est 10h59. Dans un instant, comme tous les jours, c'est le quotidien de France Culture. Vous avez rendez-vous avec Question d'époque.